Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Un voyage dans l'histoire africaine authentique. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des livres les plus importants de l'histoire africaine moderne, Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. Ce livre, publié en 1954, a littéralement révolutionné notre compréhension de l'histoire africaine et de la civilisation noire. Alors, qui était Cheikh Anta Diop ? C'était un historien, anthropologue et physicien sénégalais, né en 1923. Un vrai génie, ce monsieur. Il a consacré sa vie à prouver scientifiquement ce que beaucoup refusaient d'admettre. Que l'Afrique, et plus particulièrement l'Égypte ancienne, était le berceau de la civilisation humaine et que les Égyptiens étaient des Africains noirs. Imaginez-vous dans les années 1950. L'Afrique sort à peine de la colonisation, et partout dans le monde, on enseigne que les Africains n'ont pas d'histoire, pas de civilisation digne de ce nom. On nous dit que tout ce qui était grand en Afrique venait forcément d'ailleurs, des Arabes, des Européens, bref, de n'importe qui sauf des Africains eux-mêmes. C'est dans ce contexte que Cheikh Anta Diop arrive avec son livre et déclare « Vous vous trompez complètement ». Il va démontrer, preuve à l'appui, que non seulement les Africains ont une histoire glorieuse, mais qu'en plus ils sont à l'origine de la civilisation mondiale. L'Égypte ancienne, le cœur de la démonstration. Le point central du livre de Diop, c'est l'Égypte ancienne. Il consacre une grande partie de son travail à prouver que les anciens Égyptiens étaient des Africains noirs. Et attention, il ne fait pas ça avec des suppositions ou des théories vagues, non, il utilise des preuves scientifiques solides. D'abord, il s'appuie sur l'anthropologie physique. Il analyse les momies, les squelettes, les représentations artistiques. Prenez par exemple les statues du Sphinx ou les bustes de Ramsès II. Vous voyez bien les lèvres charnues, le nez épaté, les pommettes saillantes, typiques des populations africaines. Dans les tombes, les peintures murales montrent des Égyptiens avec des cheveux crépus, parfois tressés ou nattés, exactement comme on le fait encore aujourd'hui en Afrique. Diop a même analysé les momies au microscope, il a trouvé les follicules pileux caractéristiques des cheveux crépus. Et quand il a étudié la structure osseuse des crânes, il a découvert des indices céphaliques et des angles faciaux typiquement africains. Ensuite, il utilise la linguistique. Diop démontre que la langue égyptienne ancienne a des liens étroits avec les langues africaines modernes, notamment le Wolof qu'il connaît parfaitement. Tenez-vous bien, le mot KMT, qui désignait l'Égypte, signifie littéralement noir en égyptien ancien. En Wolof, Kem, K-E-M, veut dire noir aussi. Coïncidence ? Impossible. Il y a des centaines d'exemples comme ça. Le mot Ka, qui signifie âme en égyptien ancien, on le retrouve dans Ka-Ba en Wolof, qui désigne l'esprit. Le mot Ba, B-A, pour âme en égyptien, devient Ba, B-A en Bambara. Netcher, qui veut dire Dieu en égyptien ancien, ressemble étrangement à Neter en Wolof. Et ce n'est pas tout, la structure grammaticale elle-même est similaire. Les verbes, les pronoms, la façon de construire les phrases, c'est troublant de ressemblance. La méthode scientifique de Diop. Ce qui rend le travail de Diop si impressionnant, c'est sa rigueur scientifique. Il ne se contente pas d'affirmer, il prouve. Il utilise la mélanine, cette substance qui donne la couleur à la peau, pour analyser les momies égyptiennes. Concrètement, il prélève des échantillons de peau sur des momies vieilles de 3000 ans, il les met dans des tubes à essai, il ajoute de la potasse pour dissoudre les autres composants, et qu'est-ce qui reste ? De la mélanine. Beaucoup de mélanine, exactement comme on en trouve chez les Africains d'aujourd'hui. Il a même fait des tests comparatifs avec des échantillons de peau d'Européens et d'Asiatiques momifiés, la différence est flagrante. Les momies égyptiennes contiennent jusqu'à 10 fois plus de mélanine. Il fait aussi appel à l'archéologie avec des exemples précis. Regardez les poteries, les jarres, les vases, les récipients trouvés en Égypte ont exactement la même forme, les mêmes motifs décoratifs que ceux qu'on trouve au Soudan, en Éthiopie et au Tchad. Les bijoux aussi, les colliers, les bracelets, les bagues des pharaons ressemblent trait pour trait à ceux des rois africains traditionnels. Les instruments de musique, les harpes, les flûtes, les tambours égyptiens sont identiques à ceux qu'on utilise encore aujourd'hui dans toute l'Afrique. Même les techniques de construction, les briques de terre crue, l'architecture des maisons, la disposition des villages. C'est la même tradition qui traverse tout le continent. Les civilisations africaines méconnues. Mais Diop ne s'arrête pas à l'Égypte. Il nous fait découvrir d'autres civilisations africaines extraordinaires que l'histoire officielle avait occultées. Il parle du royaume de Kouch, au Soudan, qui n'était pas juste un petit royaume. Ces gens-là avaient des métallurgistes qui savaient travailler le fer, quand les Européens utilisaient encore des outils en bronze. Ils avaient des mines d'or si riches qu'ils exportaient le métal précieux jusqu'en Méditerranée. Et tenez-vous bien, ils ont carrément conquis l'Égypte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Pendant près d'un siècle, ce sont des pharaons noirs, du Soudan, qui ont régné sur l'Égypte. Regardez la statue de Taharqa au musée du Caire. Un pharaon noir avec des traits africains bien marqués qui portait la double couronne d'Égypte.
Diop évoque l'Empire du Mali avec des détails fascinants. L'université de Sankoré à Tombouctou avait 25 000 étudiants. C'était plus que la Sorbonne à Paris à la même époque. On y enseignait les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la théologie. Les manuscrits de Tombouctou, qu'on peut encore voir aujourd'hui, prouvent que les savants africains maîtrisaient des connaissances très avancées. Ils calculaient les éclipses, ils pratiquaient la chirurgie, ils connaissaient la circulation sanguine avant les Européens. Ces civilisations avaient des systèmes politiques sophistiqués, des universités comme celle de Tombouctou, des échanges commerciaux avec le monde entier. Mansa Moussa, l'empereur du Mali, était considéré comme l'homme le plus riche du monde au XIVe siècle. Et là, l'anecdote est savoureuse. Quand il est passé par l'Égypte pour son pèlerinage à la Mecque en 1324, il avait une caravane de 60 000 personnes. Il transportait tellement d'or qu'il en a distribué à tout le monde au Caire. Résultat, l'or s'est tellement dévalué que pendant 10 ans, les commerçants égyptiens ont refusé de l'acheter. Les chroniqueurs arabes de l'époque racontent qu'il payait ses achats avec des lingots d'or comme on paye avec des pièces de monnaie. Il a même fait construire une mosquée en or massif au Caire. La contribution africaine à la civilisation mondiale. Diop va plus loin. Il montre que l'Afrique n'a pas seulement eu ses propres civilisations, mais qu'elle a aussi contribué de manière décisive à la civilisation mondiale. Les mathématiques? Les Égyptiens avaient inventé la géométrie, ils connaissaient le nombre pi, ils savaient calculer l'aire du cercle et le volume de la pyramide. Le papyrus de Rinde, vieux de 4000 ans, contient des problèmes de mathématiques plus complexes que ce qu'on enseigne au lycée aujourd'hui. L'astronomie? Ils avaient calculé que l'année durait 365,25 jours avec une précision extraordinaire. Ils savaient que l'étoile Sirius réapparaissait tous les 1461 ans. Ils avaient identifié les planètes, ils prédisaient les éclipses. Le calendrier qu'on utilise encore aujourd'hui vient directement de l'Égypte ancienne. La médecine? Le papyrus d'Edwin Smith décrit 48 cas chirurgicaux avec un niveau de détail impressionnant. Il pratiquait la trépanation, il savait recoudre les plaies, il connaissait l'anesthésie avec les plantes. Ils avaient même des dentistes. On a retrouvé des momies avec des dents en or. L'embaumement, c'est de la chimie pure. Ils maîtrisaient des techniques de conservation que nous redécouvrons à peine. Les Grecs eux-mêmes reconnaissent leur dette envers l'Égypte. Pythagore, ce fameux mathématicien grec, a passé 22 ans en Égypte à étudier. Son théorème sur les triangles rectangles, les Égyptiens le connaissaient déjà 2000 ans avant lui. Ils l'utilisaient pour construire les pyramides. Platon a étudié 13 ans en Égypte. Dans ses dialogues, il écrit clairement « Nous ne sommes que des enfants comparés aux Égyptiens ». Aristote aussi a fait ses classes en Égypte. Il a même fondé sa propre école, le lycée, sur le modèle des écoles égyptiennes. Hérodote, qu'on appelle le père de l'histoire, est très clair sur l'apparence des Égyptiens. Il écrit mot pour mot. Les Égyptiens ont la peau noire et les cheveux crépus. Il les compare aux Éthiopiens et dit qu'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Strabon, autre géographe grec, confirme « Les Égyptiens et les Éthiopiens ont le même type physique ». Même Aristote, dans sa Physiognomonie, décrit les Égyptiens comme ayant la peau très noire. La falsification de l'histoire. Alors comment se fait-il qu'on ait oublié tout ça? Diop explique qu'il y a eu une véritable falsification de l'histoire. Avec la traite négrière puis la colonisation, il fallait justifier l'asservissement des Africains. Comment faire accepter l'esclavage de personnes qui avaient créé des pyramides et inventé l'écriture? La solution a été de blanchir l'histoire africaine. On a fait des anciens Égyptiens des Caucasiens, on a minimisé les réalisations des autres civilisations africaines, on a inventé des théories racistes pour expliquer que les Africains étaient naturellement inférieurs. L'unité culturelle africaine. Un des aspects les plus fascinants du travail de Diop, c'est sa démonstration de l'unité culturelle africaine. Il montre que, malgré la diversité des peuples et des régions, il existe un fond culturel commun à toute l'Afrique. Et là, les exemples sont saisissants. Cette unité se manifeste dans les langues. Diop a comparé systématiquement les structures grammaticales, en Wolof, en Bambara, en Yoruba, en Swahili, en Kikongo, etc. Partout, les verbes se conjuguent de la même façon. Les noms se déclinent selon les mêmes règles, les phrases se construisent dans le même ordre. Il a identifié plus de 2000 racines communes entre les langues africaines. Le mot man, qui signifiait roi en égyptien ancien, on le retrouve dans Mansa en mandingue. Oba en Yoruba devient Ba en égyptien. Sar, qui veut dire chef en Bambara, ressemble à Ser en égyptien. Elle se manifeste aussi dans les pratiques sociales. Le rôle de la femme dans la société, par exemple, que ce soit chez les Akan du Ghana, les Yoruba du Nigeria, les Kikuyu au Kenya ou les Shona du Zimbabwe, partout la femme peut hériter, elle peut divorcer, elle peut exercer le commerce.
L'organisation politique aussi, le système des classes d'âge, les conseils d'anciens, les griots qui gardent la mémoire collective, de Dakar à Nairobi, de Casablanca au Cap, c'est la même organisation sociale. Les rites religieux, c'est pareil. Les libations aux ancêtres, les sacrifices aux divinités, les masques sacrés, les danses rituelles, tout ça suit les mêmes schémas à travers tout le continent. Même les conceptions philosophiques, l'idée que l'homme fait partie de la nature, que les ancêtres veillent sur les vivants, que la communauté prime sur l'individu. C'est le même système de pensée partout. Le matriarcat africain. Diop fait une observation particulièrement intéressante sur le rôle de la femme dans les sociétés africaines traditionnelles. Il montre que, contrairement aux sociétés européennes ou asiatiques, les sociétés africaines accordaient une place prépondérante à la femme, et il donne des exemples concrets. En Égypte ancienne, les femmes pouvaient être pharaons, comme Hatshepsut, qui a régné 22 ans et fait construire le temple de Deir el-Bahari, ou Cléopâtre, qui dirigeait l'un des royaumes les plus puissants de l'époque. Mais ce n'étaient pas des exceptions. Néfertiti, Tii, Néfertari, il y a eu des dizaines de reines puissantes. Les femmes égyptiennes pouvaient posséder des terres, diriger des entreprises, divorcer si elles le souhaitaient. Des papyrus nous montrent que des femmes étaient médecins, architectes, prêtresses. Dans beaucoup de sociétés africaines, la succession se faisait par les femmes. Chez les Akans du Ghana, c'est le fils de la sœur qui hérite, pas le fils direct. Chez les Bemba de Zambie, c'est la fille aînée qui transmet le nom de famille. Au royaume du Congo, les femmes pouvaient devenir chefs de province. La reine Zinga d'Angola a mené elle-même ses armées contre les Portugais au XVIIe siècle. Cette dimension matriarcale, selon Diop, est l'une des caractéristiques fondamentales de la civilisation africaine. Elle explique en partie pourquoi les sociétés africaines ont souvent été plus égalitaires que les sociétés patriarcales. Les implications politiques et sociales. Le travail de Diop n'est pas seulement historique, il a aussi des implications politiques et sociales profondes. En redonnant aux Africains leur histoire, il leur redonne aussi leur dignité et leur confiance en eux. Pour les Africains de l'époque coloniale, découvrir qu'ils descendaient des bâtisseurs de pyramides plutôt que de sauvages sans histoire, c'était une révolution mentale. Cela changeait complètement leur rapport à eux-mêmes et au monde. Pour les afro-descendants des Amériques, c'était tout aussi important. Coupés de leurs racines par l'esclavage, ils redécouvraient soudain un passé glorieux dont ils pouvaient être fiers. Les réactions et controverses. Comme on peut l'imaginer, le livre de Diop n'a pas été accueilli favorablement partout. Les milieux académiques européens et américains ont d'abord essayé de l'ignorer, puis de le discréditer. Certains ont accusé Diop de racisme à l'envers, d'autres de manquer de rigueur scientifique. Mais au fil des années, de plus en plus de preuves ont confirmé ces thèses. L'archéologie moderne, la génétique, la linguistique, tous ces domaines ont apporté des éléments qui corroborent les affirmations de Diop. L'influence sur les mouvements panafricains. Nation Nègres et Culture a eu une influence considérable sur les mouvements panafricains et les luttes pour l'indépendance. Des leaders comme Kwame Nkrumah au Ghana, Léopold Sédar Senghor au Sénégal, ont puisé dans les travaux de Diop pour construire leur vision de l'Afrique moderne. Le livre a aussi inspiré des mouvements de droits civiques aux États-Unis. Des figures comme Malcolm X ou les Black Panthers se sont appuyés sur les thèses de Diop pour construire une fierté noire basée sur l'histoire et la culture. La méthode comparative. Une des innovations de Diop, c'est sa méthode comparative. Il ne se contente pas d'étudier l'Afrique en vase clos, il la compare constamment avec les autres civilisations. Il montre que l'Afrique n'a rien à envier aux autres continents, au contraire. Il compare l'organisation sociale, les réalisations techniques, les productions artistiques. À chaque fois, il démontre que l'Afrique a été à la pointe du progrès humain pendant des millénaires. L'héritage linguistique. Diop accorde une place particulière à la linguistique dans sa démonstration. Il montre que les langues africaines ne sont pas des dialectes primitifs comme on le prétendait, mais des langues sophistiquées avec une grammaire complexe et un vocabulaire riche. Il établit des correspondances entre l'égyptien ancien et les langues africaines modernes. Par exemple, il montre que le mot pharaon vient de l'égyptien per-haha, qui signifie grande maison, et on retrouve cette racine dans plusieurs langues africaines. La spiritualité africaine. Diop consacre aussi une partie importante de son travail à la spiritualité africaine. Il montre que les religions africaines ne sont pas des superstitions primitives, mais des systèmes de pensée élaborés qui ont influencé les grandes religions monothéistes. Il établit des liens entre la religion égyptienne ancienne et les religions africaines traditionnelles avec des exemples précis. Le concept d'Amon-Ra, le dieu créateur égyptien, on le retrouve dans Amma, chez les Dogons du Mali, Oludumare chez les Yoruba, Nzambi chez les Congo. C'est la même idée, un dieu suprême, créateur de tout,
qui se manifeste à travers la nature. Le culte des ancêtres aussi. Les Égyptiens momifiaient leurs morts pour qu'ils continuent à veiller sur les vivants. En Afrique traditionnelle, on fait des autels aux ancêtres, on leur parle, on leur demande conseil. C'est exactement la même logique. Les masques sacrés égyptiens ressemblent étrangement aux masques africains. Même fonction, même symbolisme, même utilisation dans les rituels. Et puis il y a la résurrection d'Osiris, ce dieu égyptien qui meurt et ressuscite. Cette idée de mort et de renaissance, on la retrouve dans tous les mythes africains. Chez les Bambara, c'est Pharaon qui meurt et ressuscite. Chez les Yoruba, c'est Ogun. Partout, c'est la même structure mythologique. Les preuves archéologiques. Au-delà des preuves linguistiques et anthropologiques, Diop s'appuie aussi sur l'archéologie avec des faits précis. Les plus anciennes traces de civilisation humaine se retrouvent en Afrique, et pas n'importe où, en Éthiopie. En Éthiopie, on a trouvé Lucie, notre ancêtre vieux de 3,2 millions d'années. Au Kenya, les outils en pierre d'Olduvai ont 2,5 millions d'années. En Afrique du Sud, dans la grotte de Blombos, on a découvert des bijoux en coquillage vieux de 100 000 ans, les plus anciens du monde. Les peintures rupestres du Sahara sont extraordinaires. Dans le Tassili Nager, en Algérie, on voit des fresques de 8000 ans qui montrent des pasteurs africains avec leurs troupeaux, des chasseurs, des scènes de vie quotidienne. Ces peintures prouvent qu'à l'époque, le Sahara était verdoyant et peuplé d'Africains. On y voit même des chars tirés par des chevaux, 3000 ans avant les Grecs. Au Soudan, les vestiges de Kerma datent de 2500 ans avant Jésus-Christ. On y a trouvé des palais, des temples, des nécropoles avec des trésors fabuleux. Les poteries de Kerma sont parmi les plus belles du monde ancien. Les métallurgistes de Méroé, toujours au Soudan, produisaient du fer de qualité exceptionnelle qu'ils exportaient jusqu'en Méditerranée. L'impact sur l'éducation. Un des objectifs de Diop était de révolutionner l'éducation en Afrique. Il voulait que les jeunes Africains apprennent leur vraie histoire, pas celle déformée par les colonisateurs. Il a d'ailleurs créé des manuels scolaires qui intégraient ces découvertes. Il a formé toute une génération d'historiens africains qui ont poursuivi son travail. Aujourd'hui, grâce à lui, l'histoire africaine est enseignée dans les écoles et les universités du continent. La dimension scientifique. N'oublions pas que Diop était aussi un scientifique. Il a utilisé des méthodes scientifiques rigoureuses pour étayer ses thèses. L'analyse au carbone 14, l'étude des groupes sanguins, l'analyse de la mélanine, il a mobilisé toutes les ressources de la science moderne. Cette approche scientifique a donné une crédibilité incontestable à ses travaux. Même ses détracteurs ne pouvaient pas contester la solidité de ses preuves. Le message d'espoir. Au-delà de la dimension historique, Nations Nègres et Cultures porte un message d'espoir. Diop montre que les Africains ont été capables de grandes réalisations dans le passé, ils peuvent donc l'être encore dans le futur. Il ne s'agit pas de vivre dans la nostalgie du passé, mais de puiser dans cette histoire la force de construire l'avenir. L'Afrique a été le berceau de l'humanité, elle peut redevenir le moteur du progrès humain. Conclusion, un livre qui change la vision du monde. En conclusion, Nations Nègres et Cultures n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est un livre qui change la vision du monde. Il nous oblige à repenser l'histoire de l'humanité, à reconnaître la contribution de l'Afrique à la civilisation mondiale. Pour nous, Africains et Afro-descendants, c'est un livre fondamental. Il nous redonne notre histoire, notre dignité, notre fierté. Il nous montre que nous sommes les héritiers d'une civilisation extraordinaire et que nous avons le devoir de la faire revivre. Cheikh Anta Diop nous a offert bien plus qu'un livre, il nous a offert une nouvelle conscience de nous-mêmes. À nous maintenant de poursuivre son œuvre, de transmettre ce savoir, de construire sur ses fondations solides l'Afrique de demain. Voilà, j'espère que ce voyage dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir ce livre extraordinaire. N'hésitez pas à le lire, à en parler autour de vous, à faire connaître ce patrimoine intellectuel inestimable. Notre histoire est magnifique, il faut la connaître et la faire connaître.